Quand il commence à faire froid dehors, quoi de plus agréable que de se pelotonner dans un petit coin douillet. Cette tendance qui envahit chaque année les réseaux sociaux a un nom, cosy. Mais qu'est-ce qu'elle cache en réalité? Sûrement autre chose que le romantisme de la lumière des bougies et des grosses chaussettes de laine. Cosy, c'est plutôt un sentiment, je dirais. C'est un terme très très large qui peut inclure beaucoup de choses différentes pour quantité de gens différents. Le cosy appartient à la culture pop depuis longtemps. Des jeux cosy aux romans policiers cosy, jusqu'à des performances de danse. Je pense que c'est important que chacun aussi crée un espace de protection à l'intérieur de soi parce qu'on est dans un monde hyper agressif, quoi. Tout processus créatif qui implique l'introspection, la prise de recul, est du domaine du cosy. On se sent bien avec soi-même, on se glisse dans son petit monde. Ce sentiment de sécurité est-il ce qu'il faut pour trouver un nouvel équilibre, pour être créatif? Les jeux vidéo représentent un marché gigantesque. Des millions d'individus suivent les live streams, les événements e-sport remplissent des salles entières. La plupart des jeux mettent l'accent sur la vitesse, la précision et la compétition, les classements et les victoires. C'est passionnant, mais un peu stressant, non? Un contre-mouvement qui prône plus de calme est en train de voir le jour. Le monde réconfortant des jeux cosy. Les jeux cosy se démarquent un peu de cette grande industrie du jeu vidéo. Pour moi, les jeux cosy ne comportent souvent aucune mécanique de violence ni aucune situation stressante. En général, on essaye d'éviter la pression du temps, car cela ne fait que rajouter du stress au stress. Et souvent, il s'agit aussi, ce qui me plaît beaucoup, d'avoir une vision plus positive du monde et de l'avenir. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never. David Wildemann est développeur de jeux vidéo. Il est originaire de Cologne. Il vient de lancer Tiny Bookshop, minuscule librairie, son premier jeu cosy. Les jeux cosy sont un genre émergent, apparu récemment. Je préfère dire jeu de bien-être. C'est peut-être un peu plus évocateur et ça permet de comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Dans Tiny Bookshop, votre personnage est décalé par rapport au système et vous souhaitez commencer une nouvelle vie, comme libraire. Dans la paisible station balnéaire de Buxtonbury by the Sea. L'état dans lequel tu arrives n'a pas d'importance. Le jeu te prend en charge dès le début. Déjà, tu te détends, puis tu te relaxes de plus en plus en jouant et tu te sens bien. Beaucoup de nos joueurs nous écrivent pour nous dire « C'est génial, il suffit de m'asseoir devant pour que ça m'oblige à me détendre ». C'était précisément notre objectif en concevant le jeu. Le marché du cosy est en plein essor. Tiny Bookshop s'est déjà vendu à plus de 400 000 exemplaires. Un succès incroyable pour ce studio indépendant. Ils ont commencé à 2, maintenant ils sont 7. Des programmeurs, des testeurs de jeux et une autrice qui crée les personnages et les dialogues. Raven est graphiste et il est responsable du look du jeu. Les Cozy Games vivent de leur ambiance. Lumière tamisée, couleurs douces et illustrations qui rappellent les livres pour enfants. Un monde numérique, mais où on se sent en sécurité. Cette sécurité, je la ressens aussi lorsque j'y travaille et que je crée ces lieux. Je les crée en imaginant un lieu qui me plairait. J'aimerais bien vivre ça une fois pour de vrai. Dans une tiny house transformée en librairie, on vend des livres d'occasion aux sympathiques habitants du village et on les conseille sur l'ouvrage qui leur conviendrait le mieux. La petite librairie peut être aménagée confortablement, sans stress et avec un grand amour du détail. Les Cozy Games t'invitent à rêver que tu es un moment dans un autre monde, dont tu peux ensuite réémerger, mais qui t'aura peut-être quand même apporté quelque chose. Dans Tiny Bookshop, on ne peut acheter que des articles d'occasion.
Les cozy games misent souvent sur un sentiment de communauté. Il s'agit de réutiliser, de partager, de transmettre. Des valeurs qui accompagnent le développeur qu'est David depuis son enfance. Pour moi, tout ce qui est ancien, de seconde main, le fait d'aller chiner des trésors dans ce que les autres ne veulent plus, c'est très important. Et j'intègre ça dans tous mes jeux. J'ai un peu grandi avec ça. Mes grands-parents avaient une boutique d'antiquités. Et nous allions tous les week-ends dans des brocantes en tout genre et chez des antiquaires. Ce qui fait que je trouve ces endroits vraiment géniaux et très inspirants. Et quelque part, Tiny Bookshop est né de l'interaction avec un de ces lieux. Pour moi, tout bon livre, tout bon jeu peut être un refuge. Une sorte de rêve éveillé que l'on peut partager. Ça a toujours été l'objectif de Tiny Bookshop. J'espère que l'esprit petit bourgeois ou quoi que ce soit de ce style ne reviendra pas, au sens d'un repli sur la sphère privée et personnelle en réaction au monde extérieur. Comme développeur de jeux, ce n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que les jeux nous donnent la force de changer des choses et l'envie de le faire. Le désir de se replier sur soi-même, d'avoir un espace à soi où l'on peut être soi-même, est un besoin fondamental de tout mammifère. Chaque mammifère a ce désir primitif d'avoir de toute façon un refuge où se retirer lorsque tout devient trop lourd à supporter. La Baumwollspinnerei, la filature de coton, est le spot incontournable de l'art contemporain à Leipzig. Aujourd'hui, des artistes du monde entier travaillent sur cet ancien site industriel. Oskar Rink, originaire de Leipzig, y possède elle aussi un atelier. Ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'ici, il y a beaucoup de gens qui partagent les mêmes idées. Tu les croises parfois brièvement dans le couloir, vers la machine à café. Mais sinon, tu entres ici, tu fermes ta porte et tu es entièrement à toi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de mental. Fermer l'atelier, c'est un peu comme entrer dans mon petit monde. Les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées. Je travaille dans cette pièce sans être dérangée. Si l'on traduit le mot coziness par désir de se sentir protégé, je dirais que mon atelier répond parfaitement à cette définition en ce qui me concerne. Je m'y sens en totale sécurité, à l'aise, chez moi. Et je sais que je pourrais y rester 24 heures sur 24 sans manquer de rien. À l'origine, elle voulait devenir créatrice de mode. Puis elle a étudié l'art moderne à Londres. Mais elle a finalement choisi la vie d'artiste. Aujourd'hui, elle expose sous son nom d'artiste Oskar Rink, à Copenhague, aux États-Unis et au Portugal. Des grands formats, mélange de peinture et d'installation, inspirés du street art et du graffiti. Mais elle a hérité de son père le goût pour le travail à l'huile. Après la maternelle ou la crèche qui se trouvait en fait à seulement 2 maisons de là, je rentrais toujours directement chez moi. Et papa était toujours là à travailler dans son atelier. Arno Rink était un peintre célèbre en RDA et un représentant important de la nouvelle école de Leipzig. Sa mère était historienne de l'art à l'École supérieure des arts du livre. Pendant des années, j'ai fait ça. Quand je ne me sentais pas bien, je m'enfouissais sous son pull. Après la chute du mur, les voyages dans d'autres pays deviennent possibles et Oskar commence très tôt à partir à l'étranger pour fréquenter d'autres écoles.
L'Angleterre, les États-Unis, la Norvège, Malte, autant de programmes d'échange auxquels j'ai participé. Et je pense que pour mes parents, dès que cela a été possible, il a été extrêmement important que leur enfant découvre le monde. Et c'était bien, mais c'était aussi très déroutant pour une adolescente. Je n'ai jamais vraiment eu le sentiment de me poser quelque part. Et en fait, l'atelier dans lequel nous sommes aujourd'hui est mon premier véritable chez moi. Le premier petit espace que j'ai aménagé à ma façon, sans que personne d'autre ait voix au chapitre. C'est une zone de confort absolue. Un atelier, c'est plus intime que ce que les gens dehors peuvent parfois s'imaginer. Parce qu'il renferme toute l'excentricité, la maladresse, toutes ces petites manies, tout ce qui fait notre singularité. La peinture ou tout autre processus créatif qui y conduit est du domaine de la réflexion intérieure, de l'introspection, du retrait. C'est lié au fait de se sentir bien avec soi-même, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Cet espace me donne le sentiment de pouvoir entrer ici pour fermer la porte et faire une petite pause. Être créatif veut dire que souvent, tu as des moments où tu ne fais absolument rien, mais où tu es encore plongé dans ce tourbillon de pensée. Et c'est là qu'une action émerge. Cela signifie qu'il est très, très important d'être constamment ici, dans l'atelier. C'est ici que tu passes la majeure partie de ta vie. Tu es comme isolé dans ton petit monde à toi. Le Bug, dans le Périgord. C'est là que l'inspecteur Bruno, personnage de polar Cozy, Cozy Crimes, mène l'enquête depuis près de 20 ans. Bruno Courrèges, commissaire dans la vallée de la Vézère, dans le Périgord, après s'être extrait un peu raide de sa vénérable Land Rover, regarda avec bienveillance l'hôtel de ville de la petite bourgade de Saint-Denis. Derrière les drapeaux de la France et de l'Europe qui flottaient au balcon, il y avait le bureau qui avait été le sien pendant plus de 10 ans. Les Cozy Crimes évitent toute brutalité excessive. Ils se déroulent dans des villages, des cuisines, des marchés. Le genre connaît un véritable essor, période de crise oblige. Martin Walker, qui a été journaliste politique, est devenu auteur à succès dans ce style. Le journalisme plonge les gens dans la réalité, alors que la littérature, quand elle est réussie, les en arrache. C'est tout autre chose. Je veux dire que dans le journalisme, vous êtes plongé dans le monde comme il est. Alors qu'avec la littérature ou la fiction, vous essayez de prendre un peu de recul. Martin Walker a 78 ans. Il a travaillé comme journaliste pendant près de 25 ans. Il a voyagé dans le monde entier pour le journal britannique The Guardian, notamment en tant que correspondant à Moscou et à Washington. Depuis la fin des années 90, il vit retiré dans sa maison de campagne du Périgord. J'ai toujours vécu dans des villes ou dans de grandes cités. Quand on est journaliste, c'est comme ça, en général. La lenteur de la vie à la campagne a quelque chose de très séduisant. L'idée d'avoir mon propre jardin est pour moi très plaisante. Manger mes propres légumes, élever mes poules, tout ça est tout à fait réconfortant. Le Périgord est aussi le théâtre des aventures du commissaire Bruno, qui apprécie la vie à la campagne et résout au passage quelques crimes.
Bruno est un homme d'un peu plus de 40 ans. C'est un romantique dans l'âme. Il cherche l'amour. Il veut trouver une femme avec qui se fixer. Il aime son chien. Il aime la vie de cette toute petite ville de province. Il ne voudrait pas travailler dans une grande ville ou vivre en ville. Il détesterait ça. L'un de ses principaux hobbies, c'est de cuisiner, et ça lui plaît. Bien sûr, il adore cuisiner pour ses amis, et moi aussi. Cozy Crimes, avec bons petits plats, bon vin et authenticité de la campagne, c'est ce qui plaît au lecteur. Walker a déjà vendu près de 7 millions d'exemplaires. La France, théâtre de ses romans, reste encore un peu à l'écart. Dordogne Mysteries et autres crimes, mensonges et vins de noix sont toujours assez confidentiels. À vrai dire, ce que mes romans essayent de faire, c'est de recréer l'atmosphère de la campagne française, dans cette province rurale du Périgord, et de le faire en utilisant une intrigue qui intègre un élément dramatique, un crime ou un meurtre, qui introduit en quelque sorte une menace. Mais j'essaie de le faire en créant des personnages réalistes. Et cela étant, de rester fidèle au décor, à l'authenticité du Périgord, en essayant d'expliquer un peu pourquoi cette région est comme elle est. Pour Martin Walker, l'ancienne ferme est un refuge contre le monde chaotique qu'il a couvert pendant des décennies en tant que journaliste. Pour ses lecteurs, ce sont juste les romans de Walker. Quand je regarde le monde, qu'il s'agisse de politique, de guerre ou de famine, je comprends bien pourquoi les gens veulent revenir se blottir dans une petite bulle douillette, cosy. Toute littérature peut être une façon de s'échapper. Comme lecteur, j'adore quand les choses semblent réelles, ont cette chaleur, cette humanité. Et si je peux arriver à donner cette impression dans mes livres, ça me ravit. Martin Walker écrivait des romans policiers cosy bien avant que ça s'appelle comme ça. Il est en bonne compagnie puisqu'on range maintenant Agatha Christie dans le genre. L'histoire du commissaire Bruno continue. La série fêtera bientôt son 20e anniversaire. Après la petite ville tranquille, les clubs techno du monde entier. Dans l'idée d'un club, il y a ce côté explosif, plein d'énergie. Un endroit qui peut vous inviter à vous laisser aller, à vous remuer, à danser de façon débridée et à exprimer une autre facette de vous. Et ça peut aussi vous aider à apprécier vraiment autre chose. La possibilité de vous retirer dans quelque chose de plus tranquille, de moins bruyant, de cosy. Comme les saisons de l'année, toutes les nuances que peut prendre la nature au cours d'une année, et vous inviter aussi à accueillir des aspects différents de votre vie. Dans le sud de la Suède, à environ 1 heure au nord de Lund, le producteur et artiste Sebastian Möllert a construit un petit studio dans la forêt. Le cosy, c'est une composante que l'on peut introduire dans la vie et qui nous aide à prendre ce recul, à se relaxer, à ne rien faire. Et ce recul permet d'accéder au sentiment d'espace, le sentiment d'avoir la place qu'il faut pour laisser la créativité me guider et me motiver. Sebastian Möllert est né en Suède en 1977. Il commence à faire de la musique dans les années 90 et connaît très vite le succès. Au sommet de sa carrière, il donnait 80 concerts par an à travers le monde. Être un artiste en tournée, c'est une vie très spéciale. On est tout le temps parti, on rencontre toujours des gens nouveaux, on est debout toute la nuit. Les balançons, les aéroports, toutes sortes de choses à faire, les interviews. Au fil des années, et particulièrement depuis la pandémie et ce qui a suivi, j'ai dû passer plus de temps ici et arrêter de voyager. Et il est redevenu clair pour moi que j'adore être ici.
J'ai vraiment de la chance. J'ai trouvé un paradis sur Terre. Le fait d'avoir choisi d'avoir mon studio par ici, d'être parti à la campagne, ça permet d'accéder à une certaine paix ou une certaine conscience. Et c'est peut-être beaucoup plus difficile quand on est tout le temps en tournée. Pour moi, la nature est à la fois une façon de se retirer, de prendre du recul par rapport à ce que le monde exige de vous, et d'être juste là, sans raison particulière ni spéciale, sans exigence spéciale. Je pense que c'est une façon d'accueillir une certaine présence. Et pour moi, c'est vraiment ça, être à la maison. J'arrive au studio, je fais toujours une petite séance d'exercice de respiration, de méditation. Je fais un café et j'allume les machines. Et au studio, je me laisse aller dans ce voyage musical qui, finalement, est un reflet de ce que je ressens, de ce qui me déclenche, et qui m'incite à créer, pas ce que je dois faire, mais ce que j'ai envie de faire, ce qui me semble important, vrai et authentique au moment où je le fais. Dans cette phase, j'essaie juste d'enregistrer ce qui vient. C'est un voyage où je laisse libre cours à mes émotions, mes pensées, à mes idées, à ce qui m'attire. Je vais vers quelque chose qui m'inspire, que je ressens. Et ce voyage mène à un paysage sonore, très méditatif. Je joue, je crée, je laisse venir les sons et ça donne une esthétique très chaude, très cosy. C'est comme une forêt de fréquences et de sons qui se déploie devant moi. Un sentiment de sécurité que Sébastien Meulert importe sur scène et dans le club. Je pense que pour trouver du sens en tant qu'humain, nous devons laisser s'épanouir notre conscience et notre créativité. C'est très facile de s'égarer, de se troubler ou d'oublier ces aspects quand on vit une vie bruyante et agitée. Et j'ai l'impression que ce retrait et ce recul me donnent la possibilité de transposer ces énergies et ces perspectives vers la piste de danse et son agitation, et de les partager, de permettre aux gens d'y participer vraiment en dansant. Que se passe-t-il lorsqu'il devient soudain obligatoire de se cantonner chez soi parce que le monde est paralysé par une pandémie? Dans la pièce Maison d'en face, le chorégraphe parisien Léo Wolk explore les sentiments que cette pause forcée a éveillés. Si j'avais pas connu le Covid, peut-être que je n'aurais jamais connu le fait de prendre le temps dans la vie. Et ça a été assez exceptionnel comme moment parce que, en fait, finalement, avant ça, j'étais toujours dans une course d'aller à un event, d'aller à un job, je devais donner constamment. Et là, tout d'un coup, on m'a dit, bah, tu te tais, tu t'enfermes et tu fais ce que tu veux. C'est fou quand on y pense. C'est fou quand on y pense. Léo Wolk est né à Paris en 1994. Enfant, il fait du breakdance et plus tard de la danse classique. En 2014, Léo part en tournée pendant plusieurs années avec un groupe de musique. Puis il perce et il travaille comme danseur, chorégraphe, mannequin et créateur de mode. En 2018, il fonde sa compagnie de danse, La Marche Bleue. Il ne connaît pratiquement pas le repos pendant de nombreuses années, jusqu'en 2020, où tout s'arrête soudainement. C'était un repos intérieur. Pour moi, je me suis reconstruit vachement à ce moment-là. Et c'est pas que j'allais mal, hein, j'allais très bien, mais juste j'ai pu reconstruire des choses fondamentales que j'avais pas regardées depuis ces années où genre
tu perces un peu et puis après t'es dans la machine et en fait tu captes pas qu'il y a plein de choses et genre t'es juste en train de faire un tout droit. Et aujourd'hui je sais que j'ai appris par exemple à mettre une espèce de protection autour de moi comme ça où il y a beaucoup de choses qui glissent. Et je sais que ce qui compte, c'est voilà, mon petit nid, comment je suis mentalement. Et je pense que c'est important que chacun aussi crée un espace de protection à l'intérieur de soi parce qu'on est dans un monde hyper agressif, quoi. La cozinesse, c'est d'ailleurs, je pense, un état intérieur. Avec le spectacle de danse Maison d'en face qu'il a écrit, il revisite cette période. Il en existe des versions filmées qui ne se déroulent pas sur scène, mais dans une vraie maison. Une sorte d'extension scénique de l'idée théâtrale d'origine, avec un accent mis sur l'idée du foyer, du chez-soi. J'ai créé un espèce d'environnement où on est en chaussettes dans une maison. Donc il y a quand même cet espace où quand on se balade, on est un peu à la maison. Et puis chaque spectateur peut aussi s'approprier cette maison. Se dire, bah tiens, c'était la maison de mon enfance, ah bah tiens, c'était les voisins d'en face. Et en fait, vu que c'est pas trop littéral, en fait, chaque personne peut s'inventer sa propre maison. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avant chaque scène. Dans la maison, et petit à petit, on tombe dans juste la vie, tu vois, et c'est la fin, quoi. Lors des répétitions de la pièce à Paris, la chorégraphie explore la proximité, la recherche d'équilibre. Dans un espace protégé, des tensions et des conflits apparaissent aussi. La question se pose, peut-on devenir trop confortable, trop cosy ? Je pense que d'être trop cosy, c'est quelque chose qui peut te renfermer aussi. La coziness va aussi avec le fait de sortir de sa zone de confort et de se salir à certains moments, parce que l'humain a besoin de ça. L'humain a besoin d'objectifs. On a besoin d'avoir des rêves et quelque chose pour se battre. Si on n'a plus de combat et qu'on est juste là, dans un lit, à regarder des films sur Netflix, sans but, il y a un moment, ça va pas aller. Encadré dans mais tu n'aimes pas vraiment. Ça se traduit par des tableaux qui sont complètement différents. Genre, par exemple, je trouve ça assez drôle de commencer la pièce avec un tableau qui s'appelle Dragon et qui est genre vraiment énervé. On crie dès le début, on est en mode on est hyper énervé, genre tout le début. Et genre et après ça, t'as tout d'un coup un espèce de truc genre hyper cosy où t'as juste Hortense qui se caresse le visage, qui est dans un truc très doux. Et on arrive, on est dans un truc très très calme. Je pense à travers ce contraste-là où même nous, dans le corps, physiquement, on le vit ça en fait. C'est-à-dire que le début de la pièce, physiquement, c'est le truc le plus hard à faire. Et en fait, on commence direct en étant dans le mal. Et après, du coup, ça fait que ça nous laisse place à genre du plaisir tout au long de la pièce. Qui te cherche sur les murs. Je t'ai vu disparaître. Il y a une balance en fait à trouver. Je pense que c'est ça le yin, le yang. C'est un mix de ces deux énergies-là, tu vois. C'est de trouver sa maison intérieure, d'où le fait que j'ai créé Maison d'en face. C'est un moment où je me devais chercher une maison là où j'en avais pas et j'étais trop écorché vif. Et à la fois, le moment où j'ai trouvé ma maison, je me sentais trop bien. J'avais un peu du mal à me stimuler intellectuellement et artistiquement. Et bam, j'ai dû ressortir de ma zone de confort et je pense que c'est ça l'équilibre artistique en vrai. Choisir le cosy, ce mouvement de retrait, on en a parfois tous besoin. Le monde devient de plus en plus compliqué et stressant, alors changer de cadre pour se retrancher dans la sécurité et le confort peut donner la force d'y retourner dans ce monde, avec plus d'énergie.